Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cindy Schlaufmann. Salut Cindy, ça va ? Ouais, ça va. Un peu nerveuse. Un peu nerveuse ? Ouais. En tout cas, ça se voit sur ta main. Tu as ton petit gris-gris, tu disais ? Ouais, c'est ça. J'ai mon petit gris-gris. Pourtant, on est chez toi, dans ton coin à toi. Ouais. Tu me disais, donc on est dans ton bureau. Ouais. Qui était l'ancienne salle de jeu des enfants, c'est ça ? C'est ça. Quand on a acheté la maison, en fait, c'était la salle de jeu des enfants des anciens propriétaires. Et du coup, on l'a gardée en tant que salle de jeu. On l'a redécorée pour notre fils Lucas. Et avec le Covid, le confinement, le fait que je sois passée 100% en télétravail, que Olivier, mon mari, est aussi en télétravail, il nous fallait vraiment 2 espaces pour pouvoir travailler au calme, sans avoir les enfants qui crient. Même s'ils crient, ils jouent quand même, ouais, c'est ça. Ouais, ils viennent de temps en temps dans le bureau. Mais il fallait vraiment avoir un espace tous les deux. Donc, lui a récupéré le bureau. On avait déjà un bureau de l'autre côté de la maison. Et du coup, on a décidé que finalement, la salle de jeu n'était pas vraiment une salle de jeu, c'était une grande armoire pour les jeux. Voilà, pour les jeux. C'est une grande armoire. Mais c'est cosy. C'est cosy et c'est assez rare que je sois cosy, moi, dans mes épisodes. Donc là, je préfère le dire, que je suis installé dans un petit fauteuil et je suis particulièrement bien entouré. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui sont les personnes, si je puis dire, qui m'entourent ? Alors, il y a le tout petit, il s'appelle Extanpus. C'est un petit nounours qui a un gilet de Père Noël et il s'appelle Extanpus parce que c'est mon équipe à l'époque qui me l'a offert. On était en train de travailler sur un RFP qui s'appelait Extanpus et on a passé beaucoup de nuits, de soirées à travailler dessus. C'est et du coup, un bon souvenir. Ouais, ils me l'ont offert et je l'ai gardé et c'est mon petit nounours préféré. Et après, derrière toi, il y a un gros nounours. Et quand je dis grand nounours, il doit faire bien 1 mètre, 1m20. Oui, il est assez imposant en tout cas. Voilà. Et il y en a 2 derrière toi. Il y en a un... Il y en a un, je suis sur une patte, je crois. C'est ça. Vois, je sens que c'est confortable. Alors, le tout premier a perdu celui où tu es allongé sur la patte. Il a un t-shirt de la boîte pour laquelle je bosse, DXC. Il a perdu un œil. C'est le premier nounours que j'avais trouvé dans un supermarché. J'avais complètement craqué. Et je l'avais acheté pour mon fils à l'époque. Et j'étais allée le chercher chez la nounou avec le nounours dans son fauteuil de bébé. Et je lui ai dit, regarde, j'ai trouvé un copain. Alors, il était à fond. Il était trop content. Et en grandissant, il en voulait moins, donc j'ai récupéré. Et l'autre nounours qui fait aussi 1m20, qui est un peu plus foncé que le premier, pareil, j'ai trouvé en supermarché. Et j'ai toujours rêvé d'avoir des gros nounours. J'en avais un gros nounours comme ça. Et j'en ai acheté 2. Il y en a un qui est dans la chambre de Chloé, ma fille. Et celui-là, il est pour maman. Mais génial. Et c'est pour ça, quand je me suis installé, je me dis, c'est vachement cosy et je me sens en sécurité. Ah ouais. Qui doivent apporter un certain calme, un regard, je suppose, bienveillant. Je suppose, je le regarde pas trop, mais... Non, ils sont très bienveillants. Et puis, il y en a d'autres dans le bureau. Dans le bureau, ouais. Ouais. J'en ai d'autres. J'ai une petite change de cocaine qui sont là. Que l'on salue. Voilà. Et puis, j'ai aussi une petite chèvre que j'ai piqué à ma fille. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Mais du coup, Cindy, on est chez toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Mais qui es-tu ? Ah, qui je suis ? Oh, c'est une bonne question. Je déteste cette question. Moi, j'adore la poser. Ouais. Moi, je déteste y répondre parce que je ne sais jamais quoi dire. C'est toujours difficile de répondre qui es-tu. Mais je suis Cindy Schlaufmann. On va faire dans le classique, coach agile, coach pro. Je suis maman de 2 enfants, parce que ça compte. Mes enfants, ils comptent beaucoup. Ils m'ont beaucoup apporté. Un petit garçon qui s'appelle Lucas, qui va avoir 12 ans. Une petite fille pleine d'énergie que tu as pu voir tout à l'heure. Tout à fait. Et que j'entends encore, en fait. Voilà, on l'entend, la petite. Elle a 6 ans. Et mon travail, je pensais au départ que c'était aider les équipes à trouver leurs propres solutions, justement dans ce monde qui va très vite, qui s'accélère avec l'IA et tout. Et plus j'avance, plus je me dis que c'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est de faire en sorte que ces équipes acceptent leurs différences, leur façon de fonctionner. Et ils se disent, finalement, c'est OK. On n'a pas besoin de faire comme les autres. On peut faire notre tambouille à nous, notre façon de nous organiser. Et que finalement, ça marche. Et ce qui marche, c'est OK. Et que c'est ça, finalement, le plus important que d'essayer de rentrer dans un moule ou dans une norme que finalement n'apporte pas grand-chose et finalement ne les aide pas finalement en fait.
Donc la différence est pour toi un thème particulier. C'est un thème particulier parce que je le porte en moi. J'en ai eu conscience qu'il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai été diagnostiquée autiste, où on dit TSA, d'autres disent Asperger. Bon, Asperger, ça n'a pas trop la mode, parce que bon, voilà, il y a eu des histoires. Bon. Disons qu'il y a des connotations qui viennent avec. Ouais, c'est ça. Et même autisme. C'est vrai. Donc voilà. Moi, j'ai pas de problème à dire autiste parce que sur le TSA ou sur le trouble du spectre autistique, c'est trop long. Genre, tu es hyper ok. Oui. Non, autiste, je suis autiste et puis voilà. Et je dis mais je dis ma différence parce que je déteste le mot handicap. Je trouve que c'est pas beau comme mot. C'est un côté ne peut pas. Je mettrais derrière. Et puis le handicap, c'est une construction sociale parce que si le monde était inclusif, je serais pas handicapée, tout simplement. Donc voilà, donc je préfère dire la différence. C'est une différence de fonctionnement. Ça veut pas dire que je ne fais pas partie du monde. C'est juste que je suis différente et c'est ok. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ça va être probablement le cœur de notre conversation. Mais avant ça, j'ai tendance à poser une deuxième question maintenant dans mes épisodes. Et je vais justement poser une différente pour toi aujourd'hui, qui est, j'avais le souvenir que tu m'avais partagé que tu voyais le monde en couleur. Donc quand je dis en couleur, c'est vraiment métaphorique, parce que je le vois aussi en couleur, mais peut-être pas de la même manière que toi. Et du coup, si pour toi le changement était une couleur, laquelle ce serait ? C'est pas forcément des couleurs, je dirais plus c'est plutôt vibratoire, je dirais, que des couleurs. Donc quelle vibration ce serait ? Alors à quoi elles ressembleraient ces vibrations-là ? C'est froid. C'est plutôt froid le changement. C'est sombre. C'est froid et sombre le changement. Moi, j'aime pas le changement. En tout cas, quand on voit ta tête, quand tu en parles, effectivement, il y a un côté... Non, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que ça génère chez toi ? Du stress. Du stress. Ah ouais. Mais ça, c'est lié à l'autisme. On est psychorigide, très psychorigide. On aime beaucoup les routines. J'ai toujours, tu vois, là, j'ai mon gris-gris. Mais ça, c'est mon gris-gris de bureau. C'est-à-dire, c'est des post-it, en fait, que je triture. C'est des post-it ? Oui, c'était des post-it, en fait. Ah, c'était des post-it au départ ? C'est ça. Donc, ça fait quand même longtemps que tu tritures ces trucs-là, ça. J'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est juste pour réguler mes émotions. Ça me permet de réguler mes émotions. C'est ce qu'on appelle stimer. Et le changement. Pourquoi j'ai peur du changement ? Ça crée une instabilité ? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est imprévisible. Et du coup, il faut s'adapter. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est le côté adaptation qui est très difficile. Parce que on trouve en fait, je dis je devrais dire parce que chaque autiste est différent. Je trouve le monde chaotique. C'est chaotique. Et tout ce chaos mérite de l'ordre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de rituels, de routines. Et le changement, si c'est pas programmé, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Je te pourrais te donner un exemple, c'est que le dimanche, par exemple, souvent, on allait dans la famille de mon mari. Donc, mon mari est gersois. C'est une grande famille. Ils sont 4 frères et sœurs, donc ça monte à 20-25 personnes. Et quand on y va, avant, il fallait rentrer. Parce que les enfants, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est l'heure de la douche, ils vont se doucher, ils vont se préparer, les sacs et tout, manger. On check les devoirs, on check le sac, le goûter et au lit. Donc, tu as tout un programme. Et quand on part dans la belle famille, les repas sont très longs, voilà, on finit à 17h, 18h, et donc c'est l'heure de partir, 17h, 18h, parce qu'il y a 1 heure de trajet, donc voilà. Et pour X raisons, ça se passe bien, et tu sens que ça traîne en longueur. Et puis, finalement, si on restait manger le soir, là, c'est la panique. Là, c'est la crise d'angoisse complète. Mais non, on peut pas. Il y a la douche, il y a les devoirs. Il y a la douche. Mais oui, c'est ça, il y a la douche, mais je peux pas. Et en fait, mon cerveau se fige, en fait. Il fige complet, et là, il tombe. Tu vois, comme un serveur, en fait. Il tombe en carafe, et là, c'est plus possible. Et du coup, émotionnellement, c'est la tempête. Et de l'extérieur, ça peut voir comme un caprice. Oh, mais punaise, elle fait un caprice et tout, elle peut pas rester. Non, c'est juste que je ne peux pas rester. Je ne peux pas, je suis en complète détresse, là. Et donc, souvent, je faisais un caca nerveux, et je disais, je vais rentrer. Maintenant que je le sais, on le gère différemment. Mais c'est vrai que ce qui est marrant dans ce que tu décris, et marrant n'est qu'une expression, bien évidemment, c'est qu'on pourrait croire que la situation est anodine. C'est juste que tu restes un peu plus longtemps. Ouais. Mais j'ai l'impression, tel que tu le décris, qu'il y a une certaine intensité intérieure qui fait que cet événement d'apparence anodine, pour toi, a pu avoir dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu as mis en œuvre certains mécanismes pour gérer ça, mais génère chez toi quelque chose d'assez fort.
Ah ouais, mais c'est complet, la panique. Là, le cerveau, il répond plus. C'est plus moi qui suis aux commandes, en fait. Ouais. Et au-delà d'être intense, c'est que c'est même douloureux physiquement. Parce qu'on sent tout son corps, mais c'est comme si t'es complètement figé, en fait. T'as tous tes muscles qui se crispent et tu peux pas aller changer de voix, quoi. Et le faire, c'est d'une douleur. C'est douloureux. Tu le fais, mais à t'épuiser complètement. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, tu peux pas. Donc, Et c'est quoi? Est-ce que c'est la dimension émotionnelle qui est dure à gérer? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus global dans ta manière d'appréhender le monde et on va dire l'enchaînement des événements? Moi, je le ressens beaucoup plus physique, en fait. Physique? Ouais. Il y a l'aspect émotionnel parce que là, les émotions, elles partent complètement en cacahuète. Ouais. Mais c'est surtout, ouais, c'est beaucoup plus du ressenti physique. Donc, c'est vraiment se sentir complètement figé, quoi. C'est vraiment tout ton corps qui est bloqué et tu peux pas. C'est vraiment... Et puis, tu as quand même sa capacité de raisonner. Je veux dire, je raisonne correctement et je réfléchis bien et je me dis, mais c'est pas sérieux, Cindy. Enfin, là, t'exagères. Et là, non, mais je peux pas. C'est ça, quoi. Tu as beau te rationaliser et te dire, et dans les faits, non, c'est pas possible, je peux pas. Mais justement, du coup, tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose que tu as découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à le découvrir? Ah, ça a été long. Ouais. Ouais, ça a été long. J'ai toujours senti que j'étais à côté de la plaque. T'es décalé des autres. J'ai toujours senti que j'avais un truc qui clochait, quoi. Clochait par rapport à ce que l'on met derrière norme. Ouais, mais même les interactions, tu vois, j'ai toujours senti que j'étais en décalage avec les autres. Okay. C'était vraiment... Une dissonance. Ouais, c'est ça. Ça sonnait faux, en fait. Mmh. Et ça a été encore plus frappant avec mes enfants, avec l'arrivée de mon premier fils. Quand t'as des étrangers qui ont une meilleure interaction que toi avec ton propre enfant, bah c'est pas chouette. C'est pas chouette. Mais du coup, comment est-ce que tu pouvais décrire le fait qu'ils avaient de meilleures interactions? Je sais pas. En tout cas, tu le sentais. Ouais, c'est ça. Je le sentais. Et puis même, ouais, je fais toujours ce geste, c'est-à-dire comme une tresse avec mes mains. Là, oui. Je fais comme si je faisais une tresse. C'est bien que tu le décrives parce que j'aurais pas su le décrire. Mais en fait, c'est comme si je faisais une tresse. Voilà. Et le lien, c'est comme un tissage, en fait. Ouais. Tu vois. Et je sentais bien que ce tissage, il était beau, il était lisse, il était doux et fluide. Alors que quand moi, je le fais, ben, ça fait... Voilà, t'as pas trop envie. C'est râpeux et tout. C'est rêche et je suis pas chouette. Et de voir les autres interagir avec tes propres enfants, et tu vois que c'est fluide et tout. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas. Pourtant, je fais la même chose. Ouais. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que t'es pas authentique. C'est ça qui marche pas, en fait. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir, donc à mettre des mots sur... j'ai pas envie de dire conditions parce que ça fait toujours un peu une connotation un peu étrange, mais donc du coup, ce que l'on met derrière TSA et autisme, c'est que derrière, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu as passé des questionnaires, des choses comme ça. Bah déjà, ça a été mes enfants qui m'ont guidé un petit peu sur ça. Ouais, ben, mon fils Lucas, qui est un enfant qui cogite très très vite, qui a parlé assez vite, qui a eu un vocabulaire très fourni. Et comme c'est ton premier, bon, t'as pas de comparatif. Et puis un jour, on nous a dit, Lucas, quand même, faudrait voir s'il est pas un peu précoce. Parce que c'est vrai qu'il était toujours en avance. Il a, je te racontais tout à l'heure, voilà, il a des sciences, C1, il voulait mécanique quantique ou des trucs comme ça. Voilà. Bon. Et puis, il a toujours cogité, il a toujours été très dans la réflexion et toujours beaucoup plus à l'aise avec les adultes. Ouais. Et donc, on est allé voir quelqu'un. Et donc, effectivement, Lucas a été précoce, donc HPI. Et en fait, quand la psy, elle nous a... C'est par une psy qu'il faut faire les tests. En fait, quand elle a fait le déroulé, mais j'ai cru qu'elle me parlait à moi. Et je me suis dit, mais elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Lucas ou elle s'adresse à moi? Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, peut-être, ça pourrait expliquer. Parce que je me suis reconnue dans tout ce qu'elle disait, le fonctionnement, ci et ça. Mmh. Et puis alors, je me suis dit, bon, faudrait que je fasse le test. Donc, j'ai passé le test. Donc, c'était le même? Ouais. Alors, t'as je sais plus comment ça s'appelle, le Vice, le Voice, ou je sais plus quoi. Donc, t'as la formule pour les enfants. Ouais, ok. Et après, t'as une formule pour les adultes. Et je me suis jamais autant amusée. Vraiment, j'ai eu du plaisir. J'ai vraiment ressenti à répondre aux questions. Ah ouais, je me suis kiffée. Et là, j'ai passé des trucs. J'étais comme une gamine, quoi. J'avais les yeux qui pétillaient. Je m'éclatais et tout. Et c'était dû à quoi? C'était le fait de reconnaître des situations de ton quotidien? Non, quoi? C'était juste de l'éclate. Le fait de remplir un questionnaire ce genre-là? Ouais, mais elle te fait jouer avec des petits puzzles, des trucs comme ça. Ah, c'est pas juste un truc à cocher? Non. Ah, c'est, okay. en fait, ils te font jouer avec différentes mémoires spatiales, des trucs comme ça. Ouais.
Donc, il faut reproduire des formes. Alors, j'étais à fond. Après, c'est des maths, ils te font des calculs, ils te mémoire de travail, des trucs comme ça. Donc, ils te disent 1, 2, 3, 4, faut dire la même chose, ou dans l'ordre inverse, ou le deuxième, un truc comme ça. Après, t'as les questions culture G. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre? Ouais, t'as des images où il faut reconnaître qu'est-ce qui est différent, ou des trucs comme ça. Et je me suis éclatée. J'étais comme une gamine, franchement. J'avais l'impression de... Tu sais, en Allemagne, t'as des autoroutes où t'as pas de limitation de vitesse. Oui, effectivement. Alors moi, je viens d'Alsace et quand t'achetais la nouvelle voiture, la première chose que t'allais, c'est en Allemagne pour tester ta voiture. Et là, tu fais... Ben, c'est exactement l'impression que j'ai eue. J'avais l'impression de tout lâcher. J'avais tout lâché. Et donc, effectivement, elle m'avait dit que j'étais comme Lucas, que j'avais un haut potentiel intellectuel. Et donc, à partir de là, je me suis dit, cool, j'ai compris pourquoi j'étais décalée. C'est que peut-être que mon cerveau, il va plus vite que les autres et que, voilà. Ça explique aussi que des fois, je vois des trucs que les autres ne voient pas ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Et c'est assez marrant, c'est que je commence à lire plein de livres sur le HPI et je vois plein de points communs avec Lucas. Mais, il y a toujours un mais, je sens toujours ce décalage. Et là, je comprends pas. Et j'ai beau chercher. Et il y a un élément aussi qui est revenu en supervision, c'était la relation à l'autre. Et ça revenait constamment, tu sais, de manière insidue, tu vois, supervision, que je ramenais mes supervisions. Pourquoi ça revient? Et puis à un moment donné, quand t'as quelque chose qui revient constamment, tu te dis, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et donc, je suis allée voir mon petit génie. Donc, je suis allée voir mon fils, et je lui ai demandé qu'est-ce que ça avait changé pour lui. Le fait de le savoir, ouais. De savoir qu'il avait ce fonctionnement, que on lui a, c'est comme ça les mots qu'on a mis, on a dit différentes choses, c'est qu'on lui a dit que son cerveau, lui, il était plutôt en mode sprint, c'est que les copains ils couraient, tu vois, un rythme normal, et que lui il pouvait choisir soit de courir très vite, soit de marcher, donc voilà. Et donc je lui ai demandé ce que ça avait changé pour lui, et il m'a fait cette phrase qui m'a dit: le fait de mieux me comprendre me permet de comprendre les autres. Et ça fait tilt, parce que je me suis dit, mais moi, je ne comprends toujours pas les autres. C'est toujours un mystère. Je suis toujours à côté de la plaque. Je suis toujours, un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine, là. Et donc, je me suis dit, il y a autre chose. Et comme en supervision, la relation à l'autre revenait constamment, j'ai commencé à chercher, et souvent quand tu cherches sur Internet, tu tires le fil du HPI, des trucs comme ça, tu arrives sur du TSA parce que c'est assez similaire en fait. Mm-hmm. Et donc j'ai décidé de revoir la psychologue que je voyais quand j'ai passé mon diplôme de coach, puisqu'on m'avait conseillé, quand j'avais commencé le diplôme de coach pro, de me faire accompagner parce qu'on disait, voilà, ça peut chambouler, effectivement ça chamboule un petit peu la formation. Et donc je lui ai dit, tiens, je vais aller la revoir, en discuter avec elle, et voir ce qu'elle en pense par rapport à les séances qu'on a faites, ci et ça. Et donc, j'avais refait 2-3 séances. Et donc, elle m'avait dit, effectivement, peut-être qu'il y aurait quelque chose, ça ne nous coûte rien d'essayer. Alors, ça coûte rien. Non, ça c'est faux, parce que quand c'est au privé, ça coûte un bras. Ça coûte un bras et c'est long, très long. Donc, partie de là, c'était la bataille. Ça a été une épreuve. Puisqu'en fait, tu as deux possibilités. Soit tu le fais dans le privé, ça coûte très cher. Ouais. Soit tu le fais au CRA. Alors, je ne saurais plus ce que ça veut dire. Du coup, c'est un institut plutôt public, ouais, c'est ça ? C'est un institut public. En fait, c'est un organisme public où ils peuvent justement faire les diagnostics et des trucs comme ça. Le truc, c'est qu'ils privilégient les enfants, ce qui est logique. Mm-hmm. Donc, je suis partie dans le privé. Donc, dans le privé, il faut chercher un neuropsychiatre qui sera d'accord pour te faire les tests. Sachant que tu es adulte. Premier problème. Deuxième problème, tu es une femme. Alors les femmes, c'est génial parce qu'on est bien endoctrinées à être soit sage, soit la bonne épouse, la bonne fille, etc. Donc le camouflage social, on est excellente là-dedans. On est des vrais caméléons. Troisième problème, tu as un haut potentiel intellectuel. Donc tu parles, tu as compris les codes. À peu près, d'accord ? Je me prends le tapis régulièrement, mais j'ai compris les codes. Donc, c'est compliqué. Donc là, il faut trouver quelqu'un qui est capable de te le faire, ce bilan. Sachant que, justement, on va te parler de ton enfance. Donc, tu as plein de tests. T'as aussi, comment ça s'appelle ? Quand tu es maladroite. Moi, je suis extrêmement maladroite. Mon mari, ça l'énerve à chaque fois. Je suis une catastrophe. Tu vois, tout à l'heure, on a branché le radiateur. J'ai pas réussi, le brancher le radiateur. Il m'a regardé, il m'a dit, franchement, Cindy, la prise, elle est là.
Hein, t'avais juste été... Non, t'y arrives pas. Bon, voilà, ça c'est moi. Ça c'est exactement moi. Mais du coup, t'as un test sur les gens qui sont maladroits? Ouais, en fait, c'est des trucs psychomoteurs. Tu sais. Ok, oui, d'accord. C'est ça que je cherchais, les psychomoteurs. Donc, t'as des tests comme ça, t'as les tests, tout ce qui est la DOS et la DIR, je crois que c'est. Donc, c'est des questionnaires, ils te posent plein de questions. Et ensuite, ils te font passer des exercices pour voir est-ce que tu reconnais les émotions, des trucs comme ça. Ils te posent plein de questions sur ton enfance et des trucs comme ça. Et donc là, c'est difficile parce qu'il faut retrouver la personne qui t'a connu enfant. Ça veut dire que t'es obligé de trouver des gens qui peuvent attester de ce que tu racontes, c'est ça? Ou c'est juste pour toi, pour t'aider à te rappeler? Non, c'est pour justement, comme tu dis, attester, parce que tu as ta propre vision, donc ta perception. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'extérieur. Donc là, compliqué, parce que mon papa, il est en Alsace, ma maman, elle est décédée. Faire venir mon père pour ça, bon, compliqué, parce que bon, il faut lui expliquer. Alors, papa, peut-être que ta fille, elle est autiste, t'as loupé un truc. Donc voilà, c'est dur pour un père ou un parent de se dire, je suis passé au travers de quelque chose, j'ai pas assuré mon rôle de père et des trucs comme ça. Donc j'avais pas du tout envie de lui imposer ça. Donc je lui ai dit, chérie, tu peux venir avec moi. Va falloir que tu répondes à des questions, monsieur. Donc j'ai un époux qui est adorable, qui a accepté de venir avec moi. Sur le moment, il a regretté parce que j'étais à 2 doigts de vouloir divorcer parce qu'il m'a sorti des trucs. J'étais là, mais sérieux, pourquoi tu me le dis maintenant? Donc c'est voilà. le questionnaire qui a révélé des choses. Ah ouais, ça a été très compliqué émotionnellement à gérer. Et le questionnaire, c'est des questions autour de comportement, autour d'interprétation des gens. C'est quoi la couleur en fait C'est des questions du style, est-ce qu'elle est capable de faire la conversation? Je ne suis pas capable de faire la conversation. Pardon, je vais pas dire des gros mots. On est entre nous, on est chez toi. Hein. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je comprends pas l'intérêt, en fait. Et du coup, c'est du oui-non. Il y a un côté très noir ou blanc, histoire de donner une tendance. Par exemple, est-ce que, par exemple, tu es en capacité de faire la conversation et c'est juste oui ou non? Ou est-ce qu'il y a une nécessité d'expliquer dans tel contexte elle a pu le faire, dans tel contexte ça a été moins le cas? Non, ou elle a une difficulté c'est plus des questions, tu vois, comme on échange là. Donc okay, voilà, ouais. C'est une discussion. Et en fait. Et toi, t'es à côté? Ouais, moi je suis à côté. Donc j'entends tout ce que monsieur dit, ce qui est pas très agréable des fois. Et donc en fait, il cherche des traits, ce qu'on appelle les traits autistiques. Donc c'est sur ça que t'es noté. Et donc les rigidités, est-ce qu'elle a des rigidités, des intérêts spécifiques, tu vois, des trucs comme ça. Et donc ça gratte sur ça. Et du coup, au fur et à mesure des trucs, tu te dis, putain, ça prend sens, tu vois, il y a des choses qui se dessinent. Et puis il y a des choses aussi qui font peur. Et ça, j'ai éprouvé énormément de colère vis-à-vis de mon mari à ce moment-là. Et je lui ai dit après, je pense qu'il y avait eu un avocat à côté. J'aurais demandé le divorce. Il m'a regardé un peu comme choqué. Ouais, mais c'est quoi? C'est parce que il y avait un miroir qui t'était renvoyé qui était très différent de la perception que tu avais de toi? Ou est-ce que c'était justement une image que tu ne voulais pas avoir? Qu'est-ce qui a généré autant de colère? C'est le côté miroir, c'est que j'en avais pas conscience. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est dur, c'est ça qui est violent aussi. L'exemple que j'avais en tête, c'était, on était partis en vacances, et il me dit, quand tu racontes tes vacances, il n'y a pas d'émotion. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'il y a des émotions. Il me dit, non, t'es très factuel. Ah, pas du tout. Ben si, je suis très factuel. Alors, nous sommes partis à 17h30, arrivés à la gare. On a vu ça, et puis ainsi de suite. Et tu vois, c'est très tac, 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 tac. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de « Ah, c'est extraordinaire ». Ou si, mais c'est plat, en fait. C'est fait de manière assez froide. Ouais. C'est ça. Et ça fait mal. Parce que c'est pas l'image que tu as de toi. Et du coup, il y a aussi de la peur, parce que tu te dis, t'as aussi ta propre croyance de l'autisme. Moi, avant... oui, tout à fait. Moi, les autistes, c'était non-verbaux, c'était des gens qui intellectuellement étaient défiants. Non, c'est ça? Non, déficients? Déficients, merci. Oui, il manque quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, qui était handicapé. Le terme handicapé était très négatif chez moi. Très négatif. J'ai une famille quand même qui sont beaucoup dans le soi fort. Donc là, c'était sois faible, ma chère. Oui, je comprends. Donc voilà. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis t'as aussi cette côté, tu te dis, ah mais enfin, je vais mettre un mot sur cette souffrance, cette douleur. Et puis je vais comprendre en fait que, tu vois, tout va prendre du sens. Et voilà. Et donc ça prend beaucoup de temps. Parce que là, c'est rapide, j'ai raconté rapidement, mais il faut prendre le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est pas de suite. Donc t'as plusieurs rendez-vous. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu y retournais, vous y retourniez, du coup. Alors, il y en a eu qu'un seul où il était avec moi. Et après, c'est plutôt le débrief avec toi, de par ce qu'on a vu, voilà ce qu'on en déduit. C'est ça. Alors, c'est pas fini. Ah, ok. Mais juste ça, c'est combien de temps? Ça a pris 1 an. Ok, donc quand même, ça prend du temps. Okay. Ça prend du temps. Mais les enfants passent en priorité, c'est normal.
Je comprends. C'est normal. Une fois que tu as ça, c'est pas fini. Parce que là, il faut poser le diagnostic. Parce que là, c'est le bilan qu'on t'a fait. On t'a fait l'examen. Maintenant, il faut trouver un médecin qui tamponne ce que l'autre a raconté. Ça veut dire que là, en fait, on a exposé des données. C'est ça. Et ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, on va dire, atteste de la chose. Ok. C'est ça. Et donc là, c'est reparti. Il faut trouver le bon médecin pour ça. Et qu'il soit formé à l'autisme. Donc là, c'est pareil. Il faut chercher soit un médecin, soit un psychiatre. Je sais plus, il y avait encore d'autres. Ou alors, justement, aller au CRA, trouver un médecin qui pourra t'attester. Et là, c'est compliqué parce que souvent, comme tu es une femme, on va te dire « Mais non, tu es dépressive, madame. Mais non, vous êtes bipolaire. » Ou d'autres choses, tu vois. Ouais. Et donc, c'est compliqué de trouver le psy qui est vraiment formé à ça. Et là, pareil, c'est des mois qui s'écoulent parce que ils sont pas de suite disponibles. Et puis, t'as un premier rendez-vous, ils te posent encore plein de questions, ils te font remplir encore plein de trucs, et puis tu reviens au deuxième rendez-vous, et ça prend du temps. Et puis, à un moment donné, ils te regardent et ils disent voilà, écoutez, vous êtes autiste. Ça fera tant. Ça sort comme ça. Oui, non, mais c'était ça. Mais surveiller ça d'une violence extrême. Hein. C'est incroyable. Le gars, il vient, il te file un papier, il te dit voilà, madame, vous êtes autiste. Et ça fait tant. Vous allez voir ma secrétaire, elle va vous faire la facture. Et là, tu fais ok. Et ça s'arrête comme ça. Ouais. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Tu repars avec ton papier. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir ce papier ? C'est-à-dire que pour toi, je veux dire, tu vois, tu fais tous ces tests, etc. Quand tu as le papier, je comprends en tout cas que ça peut... Il y a le côté officiel qui est effectivement peut-être teinté d'un espoir de ne pas ou d'être ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'était quoi l'importance d'avoir cette officialisation ou non ? Alors, pour moi, c'est de pouvoir dire je ne suis pas folle, tout simplement. Ouais. C'était ça. Il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose. Est avéré. Et... C'est ça, qu'il y avait une explication. Ce qui est assez marrant, c'est que quand le neuropsy a posé son bilan, il a dit clairement, vous avez des traits autistiques, madame. Il m'avait conseillé une association café d'autisme pour rencontrer d'autres autistes, justement pour discuter, voilà, parce qu'on est tous différents, on a tous nos traits, ouais. Voilà, on a chacun ses particularités. Et en fait, je n'osais pas les voir parce que je me sentais pas légitime. Légitime pour aller les voir, ou en fait c'est au sens où mais je me sentais c'est pas un groupe dans lequel je me reconnais ou quelque chose comme ça. Non, légitime dans le sens, je me voyais pas arriver et dire ouais, alors je pense que je suis autiste, je suis pas sûre. Monsieur il m'a dit que j'étais autiste, mais c'est pas encore le docteur qui m'a dit que j'étais vraiment autiste. Ah ok, d'accord. Parce qu'il n'y avait pas le tampon encore. Parce qu'il n'y avait pas le tampon. Ah oui, d'accord. Après le tampon, ça permet aussi par la suite, notamment si tu veux faire les RQTH, des trucs comme ça, tu vois, les reconnaissances travailleurs handicapés. Et puis c'était aussi, et là c'est le côté psychorigide, fallait arriver au bout du processus. On l'a commencé, il faut aller au bout. C'est ça, quoi qu'il arrive, on va au bout. Donc ça aussi, c'était le côté aussi un peu psychorigide. Je pouvais pas faire autrement, j'étais bloquée. Donc il fallait aller jusqu'au bout. Et une fois que j'avais le papier, je me suis retrouvée mais un peu comme une conne. J'avais mon papier, j'étais là, je fais quoi maintenant ? Bah ouais, c'est ça, ouais. Tu dis ok, maintenant j'ai mon diplôme, entre guillemets. C'est ça. Mais j'en fais quoi ? C'est ça. Et là, ça a été... souvent, quand j'en parle, on me dit « Ça t'a fait quoi le jour où t'as eu le diagnostic ?» En fait, je suis sortie de là. Donc là, c'était confirmé. Donc c'est vrai qu'après, t'as pas trop de doutes. Hein, je le savais déjà avant. Ça faisait plusieurs mois que je le savais. Mais là, c'est confirmé. C'est vraiment un mec médical qui te... Voilà. Et j'ai toute ma vie qui est repassée devant mes yeux. Et en fait, je dis souvent, on a gommé Cindy. J'ai été totalement effacée. Parce que le moi qui était rentré dans ce cabinet n'existait pas. C'était pas moi. C'était mon masque social, c'était mon camouflage. Et quand je suis sortie de là, je me suis retrouvée complètement paumée parce que je ne savais plus. Et tu m'as posé la question, Cindy, qui es-tu ? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Et je me suis retrouvée avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas comment je fonctionne, je ne sais pas ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'autisme, qu'est-ce que le HPI. Et j'avais besoin de ranger tout ça. Et partir vraiment à ma découverte à moi. Pas de ce que les gens me disent, parce que c'est ça aussi, c'est que en fait, je suis comme une chauve-souris. Je demande beaucoup de feedback parce qu'il y a plein de choses que je ne vois pas. Et c'est mon petit sonar, on va dire. Ça me permet à me guider. Et donc là, je me suis retrouvée complètement à poil et je me suis dit, là, on fait quoi ? Parce que tu peux pas aller voir la famille, parce que la famille, justement, ça coince. Ça veut dire des interactions sociales, ça veut dire des interagir avec les gens, des trucs comme ça, c'est compliqué. Et donc là, je me suis dit, j'étais complètement paumée, je me suis dit, à quoi tu peux te raccrocher ? Je me dis, tu vas te raccrocher à ce que tu aimes le plus, son métier.
le côté l'agilité, les trucs comme ça. Je dis mais sers-toi de ça parce que bon, c'est un intérêt spécifique, c'est mon intérêt spécifique. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je fais du coup, un je suis métier super qui te plaît. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu viens de faire un très beau sourire juste en parlant. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est justement c'est mon intérêt spécifique et du coup, je suis à fond, donc ça me plaît énormément. Et donc, je me suis dit, sers-toi de ça. Sers-toi de ça parce que ça, tu connais, ça, tu. Et puis, c'était aussi le côté rassurant. t'as une safe base à cet endroit-là. Ouais, c'est ça, et c'était un peu la lumière dans ce tunnel, quoi. C'était vraiment ma petite lumière. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tu fais des petites expérimentations, tu fais des petits pas, tu tentes, tu expérimentes, tu regardes et tu t'adaptes et ainsi de suite, et tu fais ça. Et c'est comme ça que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'expérimentation? Ça ressemblait à quoi? Ben, par exemple, le dimanche, tu vois, je te parlais du dimanche. Ouais, mais du coup, là, c'était le dimanche, c'est plutôt dans le perso, c'est ça? Ouais, mais même dans le perso. Mais non, dans le perso, tu expérimentais des choses, Ouais. mais tu le disais pas forcément à la famille, tu disais ou... Non, je l'ai pas dit de suite. Ouais. J'en ai parlé bien plus tard. Mais c'était par exemple le dimanche, c'est de plus prévoir la journée. Okay, ouais. Donc en fait, je fais des sprints tout courts. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des créneaux, je fais jusque-là. Donc le matin, par exemple, le dimanche pour aller dans la belle famille, c'est juste au moment du départ. Il y a l'histoire qui s'écrit, tu as le protocole, tac, 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 jusqu'au moment où on part. Jusqu'au moment où on part, il y a une heure, en fait, parce que j'en ai besoin, il faut quand même que je mette des trucs. Il y a juste une heure où, en fait, en fonction de comment ça se passe, on peut changer le plan. Mais en fait, c'est une prévision d'un changement potentiel. C'est une prévision d'un changement potentiel, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas, sinon je pars complètement en cacahuète, ça se bloque. Donc en fait, c'est que tu t'es laissé une plage dans laquelle tu sais qu'il y a des choses qui vont se passer et qui potentiellement vont faire changer le plan. Et du coup, il y a cette fenêtre, comme tu dis, s'il faut que ça change, c'est à cet endroit-là. C'est ça. Ok. Et donc dans le boulot, est-ce qu'il y a d'autres genres d'expérimentation que tu as pu... Dans le boulot, c'est pareil. C'est-à-dire que quand t'as un coaché qui t'annule ta séance, j'avance, ça me foutait le bazar complet. Je me ça panique là. Faut organiser la journée, ça me prenait du temps. Alors que maintenant, je fais le matin, entre midi et 2, l'après-midi et le soir, parce que je rebosse un peu le soir. Donc en fait, ça me permet de mieux accueillir le changement parce que comme je fais des prévisions sur des courtes périodes, s'il y a du changement, c'est moins stressant en fait. Ouais. Je peux plus facilement m'adapter. Et après, au boulot, le premier pas, ça a été d'écrire une conf, Ouais. donc de m'exposer. Ça, c'est un truc que tu faisais pas avant? Non, je faisais pas. Non, je parlais pas devant les gens, ça va pas ou quoi? Ah non, je me décomposais quand je parlais devant les gens. Donc ça a été mon premier pas parce que j'avais accompagné une super équipe vraiment qui était extraordinaire. Et Anne-Gabrielle m'a conseillé, elle m'a dit franchement t'as de la matière et tout, vas-y. Et elle m'avait vachement encouragée là-dessus. Et je me suis dit vas-y, écoute, de toute façon. Et puis Rachel m'avait dit de toute façon t'es dans une communauté bienveillante, tu risques rien, tu peux y aller. Donc j'ai osé faire ce petit pas. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré parce que je me suis rendu compte que en donnant des conférences, je pouvais interagir avec les gens d'une autre façon qui m'allait très bien. Avec une certaine distance. Oui, ma sécurité. Mais ça n'empêchait pas qu'après, tu vois, il y avait des questions, des trucs comme ça. Tout à fait, ouais. Mais c'était cadré, en fait. Il y avait un cadre, en fait. C'est vrai que quand tu fais une conférence, parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé, par exemple, je m'étais dit, je vais plutôt faire des ateliers que des conférences, parce que justement, il y a une sorte d'interaction pendant, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup plus de conférences que, il y a un message à faire passer, tu maîtrises ton truc, c'est toi qui décides si oui ou non il y a des interactions pendant ou pas. Ouais. Et au moins, c'est toi qui déposes tes propres limites, quoi. Donc ça a dû être effectivement génial. Ouais, c'était ça. Et en fait, ça m'a permis en fait de ritualiser mes conférences. J'ai des petits rituels, les conférences. Il y a mon petit change qui est toujours là. Et du coup, ouais, ça m'a permis vraiment de réaliser que je pouvais interagir avec des gens comme ça et que c'était OK finalement avec moi. Donc ça, j'ai commencé à faire ça. Et puis, j'ai commencé aussi à faire les ateliers aussi dans ma boîte. Ouais. Donc, j'ai partagé énormément de choses avec mes collègues sur des outils, ce genre de choses. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que je pouvais apporter au collectif de manière différente. Ouais. J'étais pas obligée d'aller passer 3 heures à la machine à café. Parce que ça, je comprends pas. Je comprends toujours pas le principe. Mais que je pouvais apporter quelque chose à mes collègues. Tu vois, j'étais pas obligée de partager un café. J'étais pas obligée d'aller manger avec eux le midi. J'étais pas obligée d'aller, tu sais, t'as les trucs là. Là, on a les repas de Noël, les trucs comme ça. C'est hyper bruyant, c'est toujours très difficile pour moi. Je comprends. Et que finalement, je pouvais quand même apporter quelque chose et tisser un lien qui était mon lien à moi, finalement, ma façon d'interagir et que c'était OK, tu vois. Et donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à parler sur LinkedIn, à faire des posts. Et quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn,
J'ai mes proches qui m'ont dit mais n'en parle pas, fais attention. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que tu parles trop de ta vie perso, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai des remarques comme ça. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas ma peur à moi, c'est leur peur à eux. Souvent d'ailleurs. Ouais. Et finalement, je me suis dit j'avais des bons retours. Et au fur et à mesure que je postais, j'ai des gens qui sont venus me dire merci. Toi qui m'ont dit putain, ça m'a parlé, si et ça. Et même des gens qui se sont dit, tu vois, moi je me posais la question si j'étais pas autiste. Et en lisant tes posts, un truc comme ça, je me reconnais vachement. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'interactions sociales avec les gens. Ce qui est assez rigolo quand même. Cadré, on va dire, parce que j'ai mon cadre, je pose mon cadre et c'est OK. C'est l'intérêt de l'asynchrone. Alors, c'est l'intérêt de l'asynchrone et aussi c'est l'intérêt de LinkedIn, c'est-à-dire que là, je propose des fois à des gens des pauses café. Je dis, voilà, si ça te dit, on peut apprendre à se connaître. Petite demi-heure, pause café. Et du coup, tout est cadré. Donc, je suis pas dans le... C'est pas le chit-chat, là. Non. C'est un café au sens une pause entre nous, mais ça a le mérite d'être cadré sur le sujet en question. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, c'est OK pour moi. C'est OK pour les gens. Et du coup, j'ai eu des super retours et ça, c'était super chouette parce que je m'y attendais pas. Et j'ai partagé des cafés avec des gens qui sont extraordinaires. J'ai rencontré plein de gens super. Et ça m'a fait énormément grandir. J'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils m'aimaient pas. C'était chouette. Quoi? Ouais. J'ai eu quelqu'un qui m'a... C'est parce que tu dis ça avec un tellement grand sourire. Mais ouais, mais je trouve que c'est génial. Mais ça, c'est mon côté un peu... Alors, avant, je t'aurais dit naïf. Moi, je te dis maintenant optimiste. Mon côté bisounours. Et je l'assume complètement. Sur LinkedIn, j'ai une personne qui... en fait, c'est assez rigolo. J'avais fait un post sur... j'avais parlé des barrettes, en fait. Je me suis pris la tête avec un jeune Scrum Master qui venait de passer sa certif. Et en fait... T'as des barrettes au sens certification. Ouais, certification, ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, je suis arrivée dans une réunion. C'était un jeune Scrum Master, jeune, pas dans l'âge, mais dans l'assertif. Et en fait, le gars, il disait tout le temps, le Scrum Guide dit, le Scrum Guide dit, le Scrum Guide dit. Ça m'a un peu gonflé parce que j'arrivais pas à parler, en fait. Et moi, je voulais construire quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dit à mon chef, j'ai dit, excuse-moi, je vais sortir les barrettes. Donc, j'ai sorti les barrettes, j'ai sorti toutes les certifications, j'ai certifié nanana. Et là, gros silence. J'ai dit, maintenant, je peux parler, monsieur? Et donc, il m'a écouté. Ce qui m'a rendu super triste parce que, en fait, pour moi, j'ai ressenti, j'ai dit, mais en fait, tu lui as dit simplement, petit jeune, tais-toi, laisse parler les grands. Ouais. Et ça m'a vachement attristée. Parce que je voulais pas du tout en arriver là. Et je me suis dit, mais en fait, t'as merdé. Parce que t'aurais pu trouver une autre solution. Ça aurait été un truc constructif. Parce que finalement, faire une piqûre de rappel de la théorie, ça fait du bien de temps en temps. Tout comme d'écouter ceux qui ont déjà expérimenté, tu vois, qui ont déjà testé. Ça fait grandir. Donc, les deux sont utiles. Il y a la fougue de la jeunesse, si je puis dire, encore une fois. Oui, c'est ça. Et puis après, tu as... la sagesse. Oui, on va dire ça comme ça. Là, vous ne l'avez pas vu, mais quand elle a dit la sagesse, elle s'est redressée d'un coup avec un sourire. Ouais, ça fait du bien. Écoute, je prends de l'âge, alors je dis, voilà, je deviens sage. Et non, mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait un post là-dessus. Et donc, le matin, au réveil, je peux pas réveiller, je vois un truc, un commentaire lui dit, il y a 2 zigotos qui se tapent dessus ou un truc comme ça. Un commentaire un peu méchant, quoi. Entre eux. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que c'était comme truc. Et je prends mon petit déj, je m'occupe des enfants. Et puis, en arrivant dans mon petit bureau, là, je me dis, tiens, je vais regarder les commentaires, je vais y répondre. Et je ne trouve pas ce commentaire. Mince, je suis quand même pas cinglée, je l'ai vu, ce monsieur. Et j'ai une très très bonne mémoire, malheureusement pour lui. Je me suis souvenu du nom. Donc, je suis allée chercher sur LinkedIn, je l'ai retrouvé. Et donc, je lui ai envoyé un message privé en lui demandant simplement si c'était bien lui. Si c'était pas lui, j'étais désolée du dérangement. Dans l'optique d'échanger, en fait, parce que je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Et il avait raison, dans le fond. Je me suis comportée comme une idiote. Donc, il m'a dit qu'effectivement, il trouvait que le commentaire était un peu dur, que c'était pas du tout son intention. Et il m'avait dit que c'était pas très professionnel de ma part de l'étaler sur la voie publique, donc sur LinkedIn. Ça n'était pas très pro pour une coach de parler de ça. Et malgré les likes que j'avais, il me conseillait vivement de supprimer mon post. Donc moi, avec un grand sourire, j'allais lui répondre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, ça semble louche cette histoire. Donc je suis allée voir mon meilleur ami, le petit chat, et je lui ai demandé, cher chat, est-ce que tu peux me dire le message caché? Parce que je ne comprends pas l'implicite. Ouais. Et j'avais senti qu'il y avait un truc. Et je voulais être sûre de ne pas passer pour la petite blonde. Alors, je suis blonde, ok. Un peu naïve en disant non. Et donc, le petit chat m'a expliqué que, tu t'es fait tailler, ma cocotte. Ah, c'est ça qu'il t'a dit.
Bien. Je fais OK. Je lui dis, et si je réponds ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ah ben que t'es une belle naïve, ma cocotte. J'ai fait OK, on va changer. Donc j'ai un petit chat m'a aidé. Donc du coup à comprendre l'implicié, je m'en sers beaucoup sur LinkedIn, notamment sur les commentaires parce que moi c'est écrit, donc tu peux retransmettre. Ouais. C'est ça. Et ça me permet des fois de comprendre les gens, des sens cachés, parce que le côté implicite, c'est que je prends tout au premier degré. Donc je peux prendre quelque chose de très mal, alors qu'en fait, c'était juste une blagounette. Ouais. Et donc c'était rigolo parce que du coup je lui ai répondu en disant OK, je pense ce que tu veux. Et donc il m'avait félicité de mon sang-froid. Moi j'avais pas compris pourquoi. Je lui ai dit t'as ton opinion, j'ai la mienne, tout va bien. Voilà. Donc c'était assez rigolo. Et du coup c'est quoi le lien avec une personne qui m'aime pas, qui m'a dit qu'il m'aimait pas? Parce que il m'avait un peu cassé et justement il disait que justement il n'avait pas apprécié ce que j'avais d'accord, fait. C'est dans ce sens-là. C'était dans ce sens-là. Donc voilà. Donc c'est quand même des expériences qui te permettent de recréer cette connexion avec les personnes que tu disais avoir du mal à créer naturellement dans le passé. Ouais. Mais disons que dans le passé, j'ai essayé de faire comme tout le monde. Ouais. Je regardais et puis je faisais pareil. Tu vois, c'est pareil comme là j'ai 2 enfants. Avant, j'essayais d'être la mère parfaite. Donc je regardais toutes les mamans, tu sais, à la sortie de l'école qui se jugent. Genre, t'as fait le gâteau, c'est du bio. T'as mis quoi? Toi, tu mets du sucre? Non, c'est pas bien le sucre. Tu fais manger des bonbons à tes enfants? C'est pas bien. Donc voilà, un peu dans ce style-là. Et puis en plus, quand t'es une femme, maman, t'as double peine, hein, on te regarde à chaque fois. Donc j'ai essayé d'être la mère parfaite. Et ça coinçait. Ça coinçait parce que c'était pas moi. Tu vois, là, il y a un monsieur qui va donner le bain aux enfants. C'est pas moi qui le donne parce que moi, je sais pas le donner. Je ne peux pas le donner, en fait. C'est horrible de dire ça, mais je vais le dire. Je m'en fous à la rigueur. C'est la vérité. C'est une torture. C'est une torture. C'est pas que j'aime pas mes enfants. J'adore mes enfants. C'est une torture parce qu'une salle de bain, il fait chaud. Il fait humide. C'est bruyant. Ça résonne. Surtout quand t'as une petite de 6 ans qui se met à chanter la 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 et que t'as l'autre qui fait ta gueule, je veux pas t'entendre, tais-toi, je vais prendre mon bail. Voilà, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc avant, j'étais en surcharge parce que t'as aussi cette sensibilité sensorielle. Ouais. Donc en surcharge parce que j'avais chaud, je faisais moite, ça gueulait, ça résonnait. T'as la lumière aussi, donc voilà, plein phare. Donc je douillais. Donc quand je douillais, mon cerveau il baissait, plus d'énergie, là c'est l'horreur, c'est plus possible. Et donc ça partait en engueulade. Donc j'avais très peu de patience en fait avec les enfants parce que je pouvais plus en fait, j'étais tiré à bout quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme si j'avais c'était horrible. Et donc c'est monsieur qui donne souvent le bain aux enfants et quand c'est moi, maintenant j'arrive à mettre des mots sur mes besoins. Donc j'ai acheté des petites boules de caisse. Et souvent, je leur dis pas tous les 2 en même temps. Ou on chante pas. Ou simplement, on fait vite. Parce que, juste de manière que maman elle puisse tenir à peu près la distance, de s'effondrer. Ouais, c'est une manière aussi d'expliquer, de créer du lien, puis de les faire participer aussi, je suppose, dans le moment. Ouais, c'est surtout pour s'assurer que ça se passe à peu près bien, on va dire. Oui. Je survis à ça. Non, c'est vraiment une question de survie. Je le vois vraiment plus comme ça. C'est horrible de dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est vraiment une question de survie parce que c'est pas du tout un moment agréable, en fait. C'est pas du tout un moment agréable. Surtout quand ils sont tous les 2 dans la salle de bain. Et puis c'est des enfants, donc ils ont le droit de s'exprimer, ils ont besoin de s'exprimer. C'est la vie. Oui, c'est ça, c'est la vie. Et puis une maison, c'est rempli de vie avec des enfants. Voilà, c'est comme ça. Comme tu l'as vu, il y avait des maisons en carton qui s'inventent le long de tout. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Donc, on a créé des petites règles. Lucas, par exemple, quand je mets les mains sur les oreilles et je ferme les yeux, il sait que c'est pas possible. Je peux plus, là. Je suis bloquée. Et donc, souvent, il va voir ça en disant, écoute, là, maman, elle peut plus. On va laisser maman tranquille. Parce que lui, il a 12 ans, elle a 6 ans. Donc, pour elle, c'est compliqué. La retenue, ce genre de choses-là, ouais. Ouais, et puis même de comprendre elle-même ses propres émotions. Bon, quoique, elle arrive facilement à s'exprimer au niveau de ses émotions. Mais ça reste une enfant de 6 ans. Et je peux pas lui en demander plus, quoi. Donc voilà, on essaye de tout doucement. Je lui explique tout doucement. Mais c'est vrai qu'avec Lucas, c'est plus facile parce que je peux vraiment lui parler et lui dire là, c'est pas possible. Et aussi lui dire, par exemple, des fois quand il veut me parler, je suis pas en capacité, en fait, à écouter. Et donc je lui dis, Lucas, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que je ne peux pas. Et ça change tout. De le dire, je ne peux pas. C'est pas que ça m'intéresse pas. Et avant, je faisais ça. Avant, je me forçais à l'écouter.
Mais du coup, je me forçais. Donc lui, il le voyait. Donc du coup, il se vexait. On me dit, mais ça sent, t'as rien à foutre, tu m'écoutes pas. Ouais. Et oui, t'as raison, je t'écoute pas. Parce que je peux pas. Alors que là, de le dire, je peux lui dire, écoute, là, je peux pas. Tu reviens plus tard, on en parle. Et je pourrais être plus disponible. Je serais vraiment disponible avec toi parce que là, je suis focalisée sur ma tâche, je ne peux pas faire autrement. Donc ça, c'est aussi une autre façon de pouvoir exprimer. Et ça, il le comprend très bien. Des fois, c'est difficile parce que c'est un enfant, c'est de suite. Ouais, et puis il a besoin de son attention aussi, c'est normal. Donc c'est pas toujours très simple de vivre avec une maman qui est un peu bizarre. Mais je suppose qu'ils aiment de tout leur cœur. Oui, j'ai le droit encore ce matin des petits mots doux, parce que ça c'est leur truc le matin, ils viennent dans le lit. Et ce matin, j'ai eu le droit à maman, t'es la meilleure et tout. Bon, après, ils ont réclamé des dessins animés, j'ai succombé. Bon, je me fais avoir, mais bon. Ils sont malins. Ah oui, ils sont malins, oui. Oui, ils sont malins. Ils sont très malins. Mais du coup, juste pour être bien clair sur le cheminement, il y a eu une première période où tu as osé prendre la parole parce que tu avais vécu des expériences, tu as voulu les partager. Donc c'est déjà, je trouve, une étape qui était déjà énorme parce que ça veut dire t'exposer. Ouais. Mais t'exposer potentiellement sur de l'expertise. Tu racontes des expériences parce que tu me disais que tu avais accompagné une équipe, etc. Donc je ne sais pas exactement ce que tu avais raconté, mais c'est comme ça que j'ai compris, on va dire, l'histoire. Et ensuite, il y a une exposition qui est encore différente, qui est sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour moi, c'est vraiment deux niveaux différents, parce qu'il y en a un où c'est un petit peu dans un cocon safe, si je puis dire. Et puis ensuite, il y a n'importe qui peut voir, surtout que les sujets que tu abordes, du coup, sont des sujets qui sont beaucoup plus teintés. C'est-à-dire que pour moi, l'expertise, il y a un côté froid de l'expertise, où ok, t'es d'accord, pas d'accord, débat d'experts, soit, etc., oui. Tu vois. Mais quand tu parles d'une condition, d'une étiquette, de quelque chose qui te touche, toi, qui pour certaines personnes, effectivement, c'est marrant, quand tu évoquais l'autre personne, elle dit, voilà, tu déballes ta vie perso, etc. Bah oui, mais c'est mon quotidien qui, en fait, a un impact sur qui je suis et sur mon environnement professionnel. Et je trouve que ce passage-là, c'est aussi extrêmement courageux de ta part, parce que du coup, tu t'exposes, et vu que tu t'exposes aussi à des coups. Mais quand tu l'as fait, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, je vais aller sur les réseaux? J'en sais rien. Non, mais c'est vrai, j'en sais rien. Je sais pas. J'avais envie de tenter le truc. Je pense que je suis arrivée à un stade, quand j'ai eu ce diagnostic, que tout a été effacé, et je me suis dit, finalement, pour savoir qui tu es, il faut tenter des choses. Et peut-être ça va pas marcher, c'est ok. Et donc, j'ai essayé, et j'en attendais pas forcément quelque chose. J'avais juste envie de tenter, de voir ce que ça donnait. Je cherchais pas à faire... je vois souvent dans les réseaux sociaux, ils te disent, alors utilisez ma méthode, vous aurez 10 000 likes, des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Et en fait, non, j'avais juste envie de partager mes réflexions. Et aussi, je me suis dit, si les gens y répondent, c'est qu'ils ont des choses à dire et peut-être que tu as des trucs à apprendre. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi l'envie j'avais plus envie de me taire. J'avais plus envie de me cacher. J'en avais marre. J'ai passé 40 ans à me planquer, 40 ans à penser que je vivais avec un monstre. Ce décalage, je l'ai toujours comparé à un monstre. Quand j'en parlais, je disais, mais j'ai une part sombre de moi. Et je comparais ça vraiment à un monstre qu'il fallait planquer, que je cachais, et trucs comme ça. Et je pense que là, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai dit, mais en fait, t'es pas folle, 2, t'es pas un monstre, t'es juste différente. Et en fait, je me suis rendu compte que, en commençant à en parler, finalement, que les gens qu'on catalogue normaux, en fait, eux aussi, ils n'ont pas cette liberté de parole. Et je donne un exemple. J'ai refusé un restaurant à un moment donné, c'était suite à un atelier. Et donc, le soir, les clients, j'ai été avec mes clients, et on fait un resto, ok, bon, j'ai dit oui, mais plus, c'est par habitude. Ouais, par automatisme. Ouais, c'est ça. Et là, elle fait, par contre, c'est hyper bruyant. Alors là, non. Et en fait, c'était un cri au cœur. J'ai fait non, je peux pas. Je suis désolée, pas pour moi. Là, si demain en plus, vu comment la journée s'est passée, plus demain, je vais pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc j'ai dit non. Et la personne à côté de moi, elle me dit, moi non plus. Et en fait, elle m'a remercié, d'avoir dit non. Parce qu'elle se sentait pas le courage, ou je sais pas, l'espace, ou la sécurité de le dire. Et je me suis dit, en fait, c'est Marmotte et Elsa qui en ont parlé dans leur conf, sur les neuroatypies, elle disait, c'est un peu être comme le canari, tu sais, que tu emmenais dans les mines. Et donc, je me suis dit, voilà, mais en fait,
il faut en parler. Et puis si les gens ils aiment pas, ils passent leur chemin. Ou ils me dégommeront et puis ChatGPT me dira que... Qui t'ont dégommé parce que tu l'auras pas senti avant. J'étais à deux doigts de faire une réponse en mode « Ça va, merci beaucoup ». Non, bon bref, voilà. Donc voilà, mais si ça te plaît pas, tu passes ton chemin. Et il y a aussi le fait que je n'ai pas de filtre. Ça, j'ai pas de filtre. J'ai pas de filtre parce que, tu vois, on dit, t'as le côté perso, t'as le côté pro, tu vois. Et je comprends pas la différence parce que je me dis, mais je suis la même, moi, quand je bosse. Je suis tout aussi bizarre, énergique, un peu faux-folle. Je vais pas changer. Je change pas. Et donc, je me suis dit, mais je vais pas... Non, j'en ai marre de porter ce masque, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'aller sur les réseaux, un des intérêts que moi j'y vois, c'est que tu vas attirer les personnes avec qui ça résonne et potentiellement tu vas repousser les gens avec qui ça résonne pas. Oui, c'est ça. Sauf après, bon, tu trouves toujours des gens qui ont envie de te balancer une grenade au-dessus du mur, tu vois. Mais au final, toutes les personnes que tu vas rencontrer, en tout cas ça a été mon cas quand j'ai aussi commencé, bah, c'est des rencontres qui sont assez extraordinaires parce qu'il y a quelque chose qui vous a rassemblé, c'est pas juste de la figuration, si tu veux. Tu crées un moment pour discuter d'un sujet qui te tient à cœur, avec lequel ça a résonné. Et du coup, tu peux créer des vraies amitiés au final sur les réseaux. Ouais, et puis même tu peux créer des chouettes moments. J'en ai vécu un justement à Gilles Bordeaux. Au mois de mars, j'avais écrit un post justement sur Oser. C'était un post que j'avais publié le week-end. J'avais testé oui, j'avais expérimenté le week-end. Je me suis dit, allez, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'étais inspirée, j'avais marqué oser, voilà. Et j'ai une jeune femme qui m'a contactée, qui m'a dit j'ai adoré ton post et tout. Et je me suis dit, et c'était l'une des premières, j'ai dit ça te dit de partager un café, voilà. Et on a discuté et on a échangé et je l'ai croisée à Bordeaux et je m'y attendais pas du tout. Et elle est venue me dire merci pour cette pause café parce que ça lui a fait énormément de bien. Et elle est partie. Et là, je me suis complètement effondrée émotionnellement. J'ai eu ce qu'on appelle un meltdown. J'ai les larmes qui sont montées. Et heureusement qu'il y avait une super copine, Jamila. Je vous remercie d'ailleurs, Jamila. Et je me suis retournée vers elle et je lui ai dit, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Et il me serrait très, très, très fort parce que ça va pas du tout. Et elle a vu ma détresse. Et c'est marrant parce que j'ai dit c'est une détresse, mais parce que justement, ça allait pas du tout. Parce qu'en fait, émotionnellement, j'étais pas bien. C'était trop intense, en fait. Et donc, elle m'a serré très, 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 très fort. Je me suis levée, je fais avec des doigts et je me frotte les mains comme ça pour décharger, en fait, émotionnellement. Et j'ai fait ça. Et une fois que ça allait mieux, je me suis rassise. Et elle m'a dit, mais j'étais à deux doigts de lui courir après et de lui demander ce qu'elle t'avait fait. Et je lui ai dit, juste dis merci. Ah, ok. Juste merci. Oui. Et donc, j'ai raconté l'histoire. Et en fait, voilà, ce merci, en fait, il m'a juste touchée. Il m'a touchée parce qu'en fait, je n'ai pas réalisé l'impact que j'ai chez les gens. Et ça, c'est aussi une difficulté, c'est que je ne vois pas l'impact. Je vois pas l'impact que j'ai chez les gens. Et c'est vraiment, quand des équipes me disent, c'est super, Cindy, merci pour tout le beau. De quoi tu parles? Je vois pas. Donc et sois bien clair, parce que l'implicite, je ne vais pas le comprendre. C'est ça. Et donc, souvent, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de trucs? Ouais, j'ai essayé de faire ça, ouais, ok. Et donc, je vois pas, je comprends pas, en fait, ce que j'ai pu... Et donc, c'est très difficile de prendre conscience de l'impact que tu as sur les autres. Donc, voilà. Et donc, ce merci, il m'a complètement chamboulé. Tu vois, même là, quand j'en parle, c'était chouette. En tout cas, t'as le sourire. Ouais. T'as le sourire. Merci en tout cas pour ce partage. J'ai un dernier petit aspect que j'aimerais discuter avec toi, parce que le temps file. Je sais que tu as créé un moment particulier avec ton fils, où vous avez créé une conférence ensemble. Et je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que toi, tu as commencé à t'exposer. Et là, il y a une autre dimension qui est non seulement un partage avec quelqu'un de ta famille, et puis ensuite une exposition finalement collective vis-à-vis de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience-là? En fait, tout a démarré parce que Lucas me racontait, dès que je le récupérais de l'école, quand il était encore en primaire, à quoi il jouait avec ses copains. Et souvent, c'est un truc chez moi, je fais beaucoup de liens, des connexions. Je vois beaucoup de patterns, j'adore les patterns. En fait. Je fais, tiens, ça me rappelle des années. Et donc, je faisais beaucoup de liens avec l'agilité et puis finalement mon quotidien. Et donc, ça revenait régulièrement. Et je crois que c'était à Gilles-Marseille, j'ai vu une maman avec son fils qui était venu. Je me souviens plus du nom de la maman. Estelle, je crois. Félicitations graphiques. Ouais. Et puis son fils, Valentin, je crois. Valentin, c'est ça.
Et donc, je me suis dit, des enfants qui font, je trouvais ça génial comme idée. Je trouvais ça génial pour la simple raison, c'est que je pars du principe que tu peux avoir 2 ans, comme tu peux avoir 99 ans, tu peux toujours apprendre quelque chose à l'autre. Faut pas attendre d'avoir 70 ans pour expliquer la vie aux gens. Tu peux l'expliquer déjà à 2 ans. Donc ça, c'est ma philosophie. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial, c'est super. Et en discutant avec Émilie Esposito, je lui disais, ça me plairait bien d'écrire une conf avec ce que fait Lucas. Et je voyais pas comment le tourner. Et elle me dit, mais pourquoi tu écris pas avec Lucas? Je dis, mais bah non, je peux pas. Tu vois, dans le côté normal, les trucs. Et du coup, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bah c'est vrai que ça serait sympa de le faire. Je sais que lui, ça lui plairait sûrement. Et après, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vas l'exposer. Et puis, t'as le côté rationnel, tu vois, le côté qui cogite. Tu serais pas en train d'utiliser ton fils par hasard, ma fille, pour te faire bien voir et trucs comme ça. Tu vois, il y a des réflexions comme ça, vraiment, que je me suis posée. Ouais, je comprends, ouais. Et après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que ça te plairait et tout. Il m'a dit, ah bah ouais, écoute, ouais. Et puis, on a discuté, on l'a construit et du coup, on l'a écrit. Donc, j'ai écrit moi la trame. C'est moi qui ai écrit la trame. Et après, en fait, il y a des morceaux sur lesquels il était pas à l'aise. Il m'a dit, ça, je veux pas. Je dis, ok, parce que il se sentait pas à l'aise. Voilà, ça le dérangeait, donc on a retiré. Et en fait, on est parti de cette trame que j'avais écrite et on a rassemblé des pièces. Et la fin, je vais pas la dire parce que peut-être qu'on la rejouera peut-être ailleurs. La fin, il l'a eu à Grenoble parce qu'il se moquait de moi. Et du coup, il part comme ça. Il dit, ah, mais c'est génial, mais il faut faire ça et tout. Et du coup, on a réécrit la fin à ce moment-là parce que voilà, un délire de Lucas. Et ça a été un super chouette moment. Et du coup, on l'a joué une première fois à Toulouse. On était tous les deux très, très stressés. Moi, j'avais mes feuilles. Lui, il bougeait pas. Il était drôle comme il était planqué derrière. Je sais plus, il y avait une table autour. On nous avait fait le retour en disant, ouais, Lucas, il faudrait que tu sois un peu plus devant. On était collés l'un contre l'autre en train de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, après, ça lui a plu. Et on l'avait rejoué à Grenoble et au Mans. Et on s'était vraiment régalé. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on en a profité pour faire quelques jours juste tous les deux. Et là est arrivé un peu le côté triste, c'est que j'ai passé un super moment avec mon fils. Et un peu ce moment d'interaction, tu sais, qui fait que c'est juste sublime. Et je me dis, mais après ça, comment tu vas pouvoir reproduire ça? Comment tu vas pouvoir recréer ça? Parce que tu vas pas réécrire d'autres confs avec ton fils. Je veux dire, ça... Et donc, il y a un peu de tristesse parce que je me dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir retrouver cet état, cette complicité qu'on a eue? Et c'est ça qui est un peu difficile parce qu'en fait, je reproduis beaucoup. Et quand un truc marche, ça marche. Et je le fais tout le temps. Tout le temps de la même façon. Quand t'es arrivé, je faisais mes gâteaux de Noël. Oui, tout à fait. Qui sont très bons au demeurant. Et j'ai toujours la même technique pour les faire. J'améliore, je dis pas, je peux sortir. Mais t'as un process qui est similaire quand même. C'est toujours le même process. Quand je le suis pas, c'est la cata. Donc le process, c'est j'oublie toujours un ingrédient, voilà. C'est obligé, si j'en oublie pas, c'est la cata, voilà. C'est pas normal, donc je panique. J'ai toujours les mêmes copines qui viennent me filer un coup de main. J'ai la copine qui fait toujours les glaçages. J'ai la copine qui est expert en chocolat que j'appelle parce que le chocolat, il foire à chaque fois. Il a pas foiré cette année. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message en lui disant que mes prières ont été exaucées. Il a pas foiré. Il faut dire qu'elle a cru en moi, elle m'avait bien guidée, elle m'avait bien expliqué. De toute façon, je sentais sa confiance en moi et je pense que voilà, ça a été incroyable. Et donc, c'est toujours pareil, en fait. Dans l'ordre même. Tu vois, j'ai des pâtes qui sont tel jour et tel jour. J'ai fait un écart au jour qui a été très difficile à gérer. C'est que d'habitude, je commence le vendredi soir. Et là, le vendredi soir, j'ai pas pu le commencer parce que Lucas avait un truc au collège. Donc, j'ai dû commencer le jeudi. Et ça a été un peu dur. Je comprends. Mais c'est vrai que de ce que je comprends, c'est que là, vous avez passé un moment de qualité qui, en tout cas tel que tu le décris, est assez extraordinaire et assez beau finalement. La question qui va se poser, c'est comment reproduire peut-être la qualité de ce moment sur une activité qui sera peut-être différente dans le futur. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est génial en tout cas. Merci pour le partage. Et puis pour les personnes qui seraient curieux de savoir effectivement quel a été le contenu, quelle a été la couleur de ce que vous avez proposé, c'est des choses qui sont accessibles en ligne ou est-ce que... Non, on n'a rien, on n'a pas fait de vidéo, il n'y a pas eu de vidéo, on n'a pas diffusé les slides. Mais en tout cas, c'est un sujet, et puis en vrai, les personnes peuvent juste venir te poser la question et voir ce qu'il en est. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup en tout cas
pour tous ces partages. Tes post-it sont toujours là. Oui. Ça va. Ça tourne toujours dans la main, je vois. C'est ça. Ce que je te propose, c'est qu'on bascule sur la deuxième partie de cet épisode. Comme tu l'as vu, il y a des cartes que j'ai posées sur le côté que tu m'as vu sélectionner tout à l'heure. Mais du coup, après tout ce que tu as raconté, je me suis dit, mais en gros, ça te met mal à l'aise ou pas? Et non, je sais même pas ce que c'est ces cartes. Donc ces cartes-là, ce sont des questions. D'accord. Que du coup, ne sont pas dans ma tête, mais qui sont des questions que j'ai sélectionnées parce que je pense que c'est des questions qui seraient intéressantes à te poser. D'accord? D'accord. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir une petite section ensemble où tu vas piocher des cartes. Donc il y a un peu d'inconnu dedans. Ouais, mais le process est clair. Le process est clair. De toute façon, j'étais partie pour le podcast. Olivier me posait des questions, tu réponds. Donc, okay, ça le mérite d'être simple, c'est vrai. Ah oui, non, mais de toute façon, plus c'est compliqué et complexe, plus le changement est difficile. Mais là, voilà, c'est très très simple. Tu vas avoir le choix de choisir des cartes et ensuite d'y répondre ou de choisir une autre carte. Ah oui, d'accord. Tu as un peu de liberté, ok? Donc là, je vais juste essayer de te les donner parce qu'il s'avère que pour la première fois que je suis bien installé sur un fauteuil, j'ai pris le micro à la main. Voilà. Alors, comme tu peux le voir, tu as des cartes rouges et des cartes bleues. Dans quel paquet tu veux tirer une carte? Bleu, parce que j'aime le bleu. Bah, tu tires où tu veux. Attends, je vais te faire un éventail un peu plus sympa. Voilà. Oh là. Ouh, il y en a deux qui viennent. Voilà. Du coup, je te laisse la lire et puis ensuite y répondre. Faut que je la lise, hein. Oui. S'il te plaît. Alors, si tu devais aller vivre 1 an sur une île déserte où il y a à manger et à boire, ça c'est sympa, hein. C'est chouette. Il y a le service au moins, tu vois. Quelles seraient les 5 choses que tu prendrais avec toi et pourquoi? 5. Oui, s'il y en a moins ou plus, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Mon chéri, mes enfants, ça c'est sûr. Ce sont les 2 choses, en tout cas, les 3 choses. Les 3 choses. C'est sûr, ces 3-là, je les embarque. Hein. Ah non, je les laisse pas tout seul. Ils survivraient pas. Non, je les prends parce que c'est vraiment les seuls avec lesquels je peux être sans masque. C'est les seuls aussi pour qui c'est le plus difficile. Parce qu'ils m'ont au quotidien. Je sais que pour mon mari, c'est jamais très simple parce que quand tu vas avoir juste une conversation avec ta femme, genre pause café, et que ta femme te fait « C'est quoi ton intention derrière? Qu'est-ce que tu attends de moi, mon chéri ?» C'est un peu chiant. Voilà. C'est compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'avoir une conversation juste pour parler, c'est pas avec moi qui peut l'avoir. C'est pour ça qu'il appelle souvent sa mère. J'adore d'ailleurs. Je sais que pour lui, au quotidien, c'est pas facile. Et on dit souvent que les autistes font beaucoup d'efforts, les conjoints font beaucoup d'efforts aussi. Et ça, je pense que c'est rarement discuté, montré. C'est que vivre avec quelqu'un d'autiste, c'est pas simple parce qu'on a beaucoup de rigidité. Je peux péter un plomb parce qu'il a pris ma tasse à café, ma cuillère à café. Voilà, donc j'ai beaucoup de rituels. Donc c'est vrai que c'est pas facile non plus au quotidien. Ouais, donc mon chéri, parce que tout simplement je peux pas vivre sans lui. Ma petite Chloé, parce que elle est débordante d'énergie et je suis sûre que on arriverait à construire une super cabane avec des feuilles et des stylos et des trucs comme ça. Donc c'est la créative du groupe. Mon Lulu, mon petit Lucas. Lucas parce qu'il aurait toujours un truc à raconter. Tu vas faire réfléchir, à cogiter, à décortiquer, à analyser et tout. Il pourrait t'expliquer la physique quantique du coup. Ouais, et puis avec son père, il regarderait les étoiles et tout. Voilà. Et puis il ferait des jeux de mots. Ah oui, ça c'est un truc entre les deux. Là, ils font des jeux de mots. Et moi, je comprends jamais. Ils sont morts de rire. Bon, vous m'expliquerez après, les garçons, hein, parce que maman, elle a pas compris. Du coup, on est à 3. J'ai vu que t'avais un chat aussi. J'hésitais à me dire le chat, mais j'ai peur que le chat, si j'emmène, le pauvre, il va être complètement paumé parce qu'il a 20 ans, il y voit rien. Ça serait un peu dur, mais je le prendrais quand même avec moi. Je prendrais le risque avec le veto. Et ben du coup, je prendrais le veto avec parce que le veto te remercie d'ailleurs. Je prendrais le veto. Mais non, les dernières choses, je prendrais un iPad et mes livres. Ensemble. Ouais, l'iPad pour être connecté avec le reste du monde. Qu'on reste connecté avec nos proches. Et les livres, parce que j'ai beaucoup de livres, comme tu peux le voir. Tout à fait. D'ailleurs, mes amis m'ont beaucoup voulu le jour où on a déménagé. Parce qu'il a fallu déménager tous les bouquins. Et je les ai pas, ils sont pas tous là encore. Et certains m'ont dit, on t'aime Cindy, mais la prochaine fois que tu déménages, les bouquins, c'est toi qui les portes. On t'aime, mais il y a des limites. Ouais, c'est ça. Super, merci. De rien. Ce que je te propose, c'est qu'on continue. Ouais.
Est-ce que tu veux toujours aller dans les bleus ou est-ce que tu veux aller dans les rouges? Et je suis pas très fan du rouge, je t'avoue. Ok, bah du coup, ce sera pour la 3e. Je t'en sélectionnerai une dans les rouges. Ah mince, ok. Quand je vois ta tête, t'inquiète pas, je le ferai pas si vraiment c'est dur. Ah non, mais vraiment, le rouge, c'est vraiment, je trouve Ne ça. t'attire pas. Ah non, pas du tout. Eh bien attends. Hop. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le bleu est ma couleur préférée. Ah, forcément. Ouais. Hop, celle-ci. Je te propose même d'en tirer une deuxième, tiens. Allez. Regarde, tire dans une deuxième, tu vas lire les deux, et puis bah tu vas pouvoir choisir celle à laquelle tu veux répondre, ou les deux, si l'envie t'en prend. Ah, je pense que j'ai déjà fait le choix. Allez. Allez. Est-ce que tu peux nous lire les deux à minimum? Ouais. Quand as-tu été ému pour la dernière fois? Pourquoi cela t'a-t-il ému? Ok. Et après, si tu pouvais te retrouver devant le toit de tes 15 ans, quel conseil te donnerais-tu? Je répondrais celle des 15 ans. Ouais, ok. Tu te rappelles de toi à 15 ans? Ah oui, je m'en souviens. J'étais pas du tout bien dans mes baskets. Je sais pas si on peut dire, c'est toujours pareil, difficulté de dire ce que c'était du harcèlement ou pas, je sais pas. Disons que les autres étaient pas très sympas avec moi, on va dire ça comme ça. J'avais pas trop de copines, pas trop de copains, parents divorcés. Ma mère était bipolaire, donc si tu vois, elle avait des hauts et des bas. Les bas étaient pas drôles du tout, les hauts non plus d'ailleurs. Finalement, rien n'était drôle dans cette histoire. Je vis chez mon papa, 15 ans, c'est quoi, c'est 3e? Dans ces eaux-là, il me semble. Ouais, 3e, 16 ans, c'est seconde, donc 3e. Ça dépend si t'as sauté des classes ou pas, tu vois. Non, je vais pas sauter de classe, je fais un cursus classique. Le conseil que je me donnerais à ce moment-là, t'inquiète pas, un jour tu seras toi. Je pense que je me dirais ça. Et va voir un psy pour te faire diagnostiquer. C'est ce que tu dirais. Ouais. Limite, je m'emmènerais chez un psy. Tu t'emmènerais, c'est ça. Ouais. Même si, en le disant, tu vois, je me pose la question si finalement, j'aurais pas été, alors c'est quoi à dire, plus autiste, puisque le fait de pas le savoir, on m'a pas mis d'étiquette. Ouais. Tu vois. Et bah, la copine qui est venue m'aider, elle a un proche justement dont le fils est autiste. Et elle me disait que souvent l'enfant, il était mal perçu dans la classe parce qu'il dérangeait les autres. Ouais. Et que du coup, on le refusait à l'école. Ce qui est complètement débile, puisque n'importe quel enfant discute avec un autre enfant. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est autiste que, tu vois, parce qu'elle disait, ouais, il dérange trop les autres. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux copains. Je dis, mais tous les enfants font ça. Oui. Mais non, mais parce qu'il est autiste et du coup, il se fait sortir. C'est l'étiquette qui a... C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est ça où mes proches avaient un peu peur quand je me suis commencé à m'exposer sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. C'est un peu, on va te coller une étiquette. Ben justement, je veux pas qu'on me colle d'étiquette. Il y a des choses que je serais pas capable de faire. C'est juste que ça va me coûter beaucoup d'énergie. Je peux le faire, mais ça va me demander beaucoup d'énergie. Et j'aurais peut-être pas de l'énergie pour autre chose. Mais du coup, je trouve ça super puissant de le dire. Parce que quand tu dis à une personne, je suis en train d'interagir avec toi, et ça me coûte énormément, c'est un beau cadeau que tu lui fais. C'est un beau cadeau parce que c'est que t'es complètement là et que je trouve ça beau de faire cet effort-là pour une personne. C'est un chouette cadeau. Donc, c'est ça. J'hésiterais peut-être à lui dire d'aller... En tout cas, je lui dirais, t'inquiète pas, un jour tu seras toi. Et ça se passera bien. Bah, c'est super. Une petite dernière. Ouais. Je te laisse le choix du paquet. Par contre, ce que je te propose, c'est que c'est moi qui choisis la question. Alors là, j'ai pas compris. Là, mon cerveau, il a fait... Tu choisis soit rouge, soit bleu. Et c'est moi qui choisis la dernière question. Mais je peux pas être dans les rouges, donc je te dirais bleu. Ok, très bien. J'ai vraiment un problème avec le rouge. En tout cas, ça a l'air. Ah ouais. Je le vois à ton visage. Ah ouais, donc, c'est pour ça que tu as des options. Comme ça, tu peux toujours t'échapper si tu le souhaites. Allez, tu vas en sélectionner 3. Et dans ces 3-là, c'est moi qui vais choisir. Au milieu, sur le côté, et un peu sur le côté, mais plus vers le milieu. Hop. Alors, je vais te lire les 3. Ça va? Ouais. Mais je regardais les cartes, je me dis, elles sont pas mal ces cartes. J'ai mon cerveau déjà qui est en train de faire des trucs. Il fait, oh putain, c'est chouette ce truc. Alors, la première, parle-moi d'une personne que tu admires particulièrement et explique-moi pourquoi. Ok, ça c'est la première. Ouais. La deuxième, c'est qu'est-ce que l'année passée t'a appris? Ok. Et la troisième, c'est quel est le métier le plus farfelu que tu aies déjà voulu faire? D'accord. Ouais, j'ai la réponse aux 3. Est-ce qu'il y en a une qui t'inspire moins que les autres? Non. Métier farfelu peut-être. C'est celle-là? Ouais. Merde, c'est celle-là que je vais te poser. Allez, ce que je te propose, c'est la personne que tu admires particulièrement. Et si tu peux nous en dire un peu plus. Ah, c'est mon fils. C'est mon fils. Je suis ébahie devant lui. Parce que c'est la meilleure version de moi-même, si je peux dire. C'est souvent les enfants, tu veux faire un truc.
Et c'est un enfant que je trouve incroyable. Il fait des choses qui je suis ébahie par ce qu'il est capable de faire. Il s'est présenté... alors attends, il est en 6e, CM1, CM2, faut que je compte. Hein. En CM1, on a ici sur la ville, donc j'habite à Cornebarieux, et ils ont un conseil municipal des jeunes. Donc en fait, les enfants peuvent élire les conseillers municipaux à leur niveau pour parler de différentes actions qu'ils vont mener dans notre commune. Et en CM1, il avait projeté de vouloir se présenter. Donc c'est tous les âges? CM1 et CM2 uniquement. Ok. Donc c'est en CM1 et CM2 que les enfants sont élus par leur père. Donc dans les 3 écoles, on a 3 écoles. Et ils sont à peu près à la fin, ils sont une quinzaine d'enfants. Et ils sont élus pour 2 ans. Donc la première année, il nous en a parlé en CM1, il disait voilà, je voulais, voilà. On va être honnête, on n'y croyait pas trop. On pensait que c'était juste un truc qu'il tentait, mais sans plus. Il a été élu. Donc là, on était ébahis, déjà. C'est qu'il y a une sorte de campagne ou c'est juste une candidature? Alors lui a fait campagne, par contre. Ah, lui a fait campagne. Ah oui, il fait campagne. Intéressant. Oui, il fait campagne. Donc, il va au bout des choses. Ah oui, il est impressionnant. Donc il a fait campagne. Donc il a été élu. Donc on est invité dans la salle communale, la salle du conseil. Donc il y a monsieur le maire qui arrive, qui fait son joli discours et tout. Donc on est très fiers, hein, franchement. Ils sont super sages et tout. Et là, on t'explique qu'ils vont élire le président de cette petite assemblée. Et juste avant, mon fils avait tennis et il m'expliquait qu'il voulait se présenter. Mais il n'était pas très sûr. Donc je me suis dit, on lui met pas trop la pression, tu verras si t'as envie et tout. Donc il a fait plus ou moins un discours. Mais il s'est présenté. Mais alors, il a fait un discours, mais de ouf, quoi. Il était là, tout. Et puis il parlait, mais c'était fluide, quoi. C'était incroyable. Il y a un discours en plus. Oui, il y a un petit discours. Pourquoi? Qui ils sont? De quelle école ils viennent? C'est quoi leur projet? Ils ont un projet aussi à présenter. Et c'était sur le harcèlement. Donc lui, le projet, c'était le harcèlement. Donc tous les enfants votent et ensuite ils font le décompte. Lucas. On se regarde, on fait mais il va passer le con. C'est pas possible. On était tous les deux avec mon mari, on dit mais c'est pas vrai, mais il va être président. Mais on n'en croyait pas, quoi. Ouais. Moi, j'aurais jamais osé le faire à son âge. Et puis son père non plus, tu vois, on est tous les deux quand même assez introvertis. Et on se regardait, mais avec des yeux, mais style, c'est le nôtre, t'es sûr? On nous l'a pas échangé par hasard? Limite, on était prêt à faire un test ADN, hein, on n'y croyait pas. C'est instinct. Et le gamin, il était là, mais vraiment, il prestance et tout, incroyable. Il a été élu. Et en CM2, du coup, c'est un mandat d'1 an. Et en CM2, il nous dit, je veux me représenter. Ok, pourquoi pas. Il a été élu une seconde fois. Là, par contre, il avait fait campagne parce qu'on le voyait discuter avec plein d'enfants. Et on lui dit, donc le jour J, tu sais, où ils font la première réunion et tout. Et puis on lui dit, mais tu connaissais le petit garçon là à côté? Non. Maintenant, oui. Maintenant, on est copains. Ah, et la petite fille? Bah non, mais on est copines. Je suis, ok, d'accord. Et donc, c'est cette aisance qu'il a de discuter avec les gens. Et puis, même quand on a fait la conférence, je trouvais c'était son côté, il allait vers les gens. À Grenoble, par exemple, si tu veux, à un moment donné, je me suis retournée, j'avais mon fils sur la table, tu vois, en train de chanter. Il faisait les jeux, parce que le mercredi soir, tu avais les soirées jeux. Oui. Et je me retourne avec mon fils sur la table, entouré d'adultes, en train de faire... Et je fais, mais... Ok. Bon, je vais attendre que tu aies fini de faire ton jeu, et puis après, maman, elle va aller se coucher. Hein. Tu vas ramener maman se coucher, parce que là, à mon avis... Et tu vois, c'est ça qui m'étonne. Et aussi, moi, j'adore son cerveau. Je trouve son cerveau fascinant. Il est fascinant, son cerveau. Il a des réflexions, il cogite. Et tu vois, là, je te disais tout à l'heure, derrière, il y a un grand tableau blanc. Tout à fait. Il y a plein de gribouillis. Je ne dirais pas ce que c'est, parce que c'est notre projet. C'est pour ça, c'est un secret, je ne regarde pas. Et en fait, ça fait à peu près une semaine. On a eu une idée tous les deux et on s'est dit, on a commencé à discuter. Et en fait, ce que j'adore et ce que j'ai adoré aussi dans cette conférence, c'est ce côté... Il apporte quelque chose, ça se construit. On construit un truc qui est complètement farfelu, hallucinant. Et ça, c'est un truc que j'adore avec lui. C'est que c'est un enfant qui est hyper curieux, qui adore lire, qui adore tu vois. Et vraiment, c'est une vraie co-construction et pas un parent qui fait un truc avec son enfant comme on peut le voir de manière un peu asymétrique, tu sais. Ouais. Alors, des fois, on a le côté asymétrique. Des fois, c'est normal. Mais c'est vraiment ce côté, des fois, c'est un tort, en tant que parent. C'est que des fois, moi, je m'adresse à lui comme un adulte. Parce qu'il a cette capacité de, tu vois, ça cogite. Moi, j'adore quand je vois son cerveau qui part en étincelle.
c'est kiffant. Et surtout, c'est qu'il a, tu parlais tout à l'heure des couleurs. Lucas, en émotion, si tu veux, Lucas, soit il est gris, ça c'est quand ça va pas, soit il est lumineux. Et j'adore quand il a ce côté lumineux parce que je vois son cerveau qui frétille et là, ça part dans tous les sens et c'est extraordinaire. Et je suis impressionnée, c'est à quel point il est bien dans ses baskets. Il est vraiment bien dans ses baskets. Il a les petits trucs des enfants classiques, des trucs, des disputes, des trucs comme ça. Mais il a une capacité à rebondir qui est incroyable. Le collège, j'avais très peur, moi, du collège, parce que j'avais pas eu une bonne expérience du collège. J'étais harcelée, j'étais la bizarre, et trucs comme ça. J'étais pas la fille la plus jolie, enfin voilà, tous ces trucs. Mais lui, mais comme un poisson dans l'eau. Même les devoirs, tu vois, il a des bons résultats, il est très sérieux, il bosse. Et puis, comment ça s'appelle ? Délégué de classe. Bah oui, bien sûr. Ah oui, forcément. Bah, si déjà la présidence est quelque chose qui est atteint, un délégué de classe, c'est juste une broutille. C'est ça. Et du coup, voilà, il s'est présenté aussi, tu vois, mais toujours avec un projet, avec tu vois, une vraie réflexion, des trucs comme ça. Et clairement, ouais, c'est... En tout cas, c'est la personne qui t'est venue instinctivement à l'esprit lorsque la question a émergé, quoi. Ah oui, je voyais. C'est pour ça que je te dis, cet enfant m'a appris des choses que aucune autre personne adulte, même, tu vois, plus âgée, aurait pu m'enseigner. Et j'apprends, je lui avais déjà dit, mais je lui dis, j'apprends énormément avec lui. Sur moi-même, sur notre relation. Et c'est la personne que j'admire le plus. Ben, génial. Merci beaucoup. Il va avoir les chevilles qui enflent s'il écoute ça. Mais je n'en voudrais pas, je le dis. Je t'adore, mon petit Lulu. Merci en tout cas, Cindy, c'était très sympa. Mais merci, c'était chouette. Avant qu'on termine vraiment et que tu puisses redéposer ces post-it qui resteront dans mon bureau. Ouais, mais qui ont vraiment il a dû s'en passer des choses avec ces post-it-là. Si les personnes ont envie de continuer la discussion avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Tout simplement, si on n'est pas connecté, alors je sais pas, parce que LinkedIn, normalement, si t'es pas connecté avec les gens, tu peux pas envoyer de messages. Bah, en tout cas, au moins, allez liker un post. Comme ça, au moins, tu verras le nom de la personne et tu enverras un message le cas échéant. Ouais, c'est ça. Donc, alors, n'hésitez pas hésiter à liker les posts, oui, parce que voilà. C'est du soutien. C'est du soutien, ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire aussi. J'adore les commentaires, parce que je trouve que c'est à mettre sa petite pierre à l'édifice. Voilà, comme ça, on construit un truc super chouette et on apprend tous. Et non, après, me demander sur LinkedIn, en contact, et me dire, voilà, j'aimerais discuter avec toi. Est-ce que tu es OK pour un café virtuel ? J'ai mis à jour un petit Calendly. J'expérimente tout récemment, je me suis déjà... c'est très bien. Voilà, j'ai fait quelques bourdes, mais ça va mieux maintenant. Je peux un peu surcharger ma journée et je me fais « Oh mince, trop de pause café, c'est pas bon ça ». Un peu trop d'interaction sociale. Donc pour l'instant, j'ai tout fermé jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a Noël et là, ça fait faire trop pour moi. Mais dans tous les cas, je mettrai les coordonnées, en tout cas minima, ton LinkedIn, si les personnes veulent venir papoter avec toi. Oui, partager un café, je suis toujours contente de partager un café. Ou thé, moi tu vois, je suis plutôt thé, moi. Grande tasse de thé. Ouais, très grande tasse de thé. Et petit café après. Mais en tout cas, tout ça pour te remercier pour ce beau moment de partage. Merci pour ça. Merci. Et puis, de te souhaiter tout le meilleur. Et puis surtout, à la prochaine. À la prochaine, Olivier. Merci beaucoup. Salut.